Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo avec une sélection de livres de saison. Je vous propose 6 petites lectures spooky, c'est-à-dire que je vais parler de lectures plutôt jeunesse ou young adult, pas adultes, qui sont parfaites pour Halloween, qui font un petit peu frissonner peut-être, ou en tout cas qui ont une ambiance bien automnale, bien creepy, mais qui font pas non plus trop peur, et surtout, il n'y a rien de trop violent ou de trop noir. C'est une saison que j'aime beaucoup, l'automne, et j'avoue que arrivé la mi-octobre et surtout Halloween, j'aime bien lire ce genre de petites lectures. Et je me suis dit que vous aussi peut-être, donc je me suis dit que j'allais proposer des titres qui pour moi rentrent bien là-dedans. J'ai en tout 5 romans et un graphique, et l'avantage c'est que c'est soit des livres en français, soit ils ont été traduits. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne lisez pas en anglais, il y en a pour vous, il n'y a pas de problème. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier. L'auteur ne vous étonnera pas, je vous en parle vraiment très souvent, mais surtout pour cette catégorie, c'est un incontournable, du moins pour moi. Je vous propose The Graveyard Book de Neil Gaiman, que j'ai ici dans une très jolie édition illustrée par Chris Riddle. On va suivre ici un jeune garçon qui s'appelle Nobody Owens, et en fait ce jeune garçon a été recueilli quand il était tout bébé par les habitants d'un cimetière au sens esprit qui résident à temps plein dans le cimetière. C'est pas juste des gens qui sont là pour en prendre soin, non, ce sont les esprits des gens qui sont morts et qui sont enterrés là. En fait, Nobody Owens est le seul à pouvoir les voir, et il va donc être élevé par eux, et notamment par ce monsieur qu'on voit sur la couverture qui va lui servir un petit peu de parrain en quelque sorte et de mentor. On va le suivre tout au long de son enfance et du début de son adolescence. Il va lui arriver plein de choses, il va donc notamment rencontrer une jeune fille de son âge mais qui est humaine. Il va lui arriver des choses assez sombres aussi, parce qu'on va se rendre compte au fur et à mesure que s'il a été recueilli, c'est parce que toute sa famille avait été assassinée sauf lui, et que les gens qui ont assassiné sa famille seraient peut-être également à sa recherche. C'est une très chouette lecture, je l'avais lu l'année dernière pour Halloween. C'est un roman très court, notamment vu qu'il est illustré, ça se lit vraiment très vite. C'est parfait pour Halloween, il y a comme toujours chez Gaiman beaucoup d'humour, mais aussi pas mal d'émotions et une petite touche frissonnante. C'est un de mes préférés chez Neil Gaiman. Un peu dans le même genre et pour la même tranche d'âge, vous avez Coraline, qui est très connu vu qu'il a en plus été adapté en film d'animation. Mais personnellement, je préfère The Graveyard Book, même si Coraline reste très sympa. Je trouve que celui-là, il y a un petit peu plus d'humour et en même temps un peu plus d'émotion, tandis que dans Coraline, j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans le creepy. Celui-là, il est un peu plus dosé, je trouve, si vous aimez si vous avez envie d'un roman jeunesse un peu plus joyeux, entre guillemets, que Coraline, tout en gardant le côté spooky et le côté Halloween. Celui-là est parfait. Je trouve qu'il serait génial adapté en film par Tim Burton. C'est vraiment ce genre d'ambiance, je vous le recommande 1000 fois. On reste un petit peu dans le même genre de roman avec The Dreadful Life of Prosper Redding de Alexandra Bracken. Alexandra Bracken, c'est une autrice qui est notamment connue pour avoir écrit la saga The Darkest Minds, et qui cette année a publié Lore, que j'aime beaucoup. Celui-là, contrairement à ceux que je viens de vous citer, est vraiment un roman middle grade. On n'est pas dans du young adult, c'est vraiment à destination des plus jeunes. Je l'ai lu, je crois, il y a 2 ans. On va suivre donc Prosper Redding, qui est l'héritier d'une très ancienne famille de... Je sais plus s'ils sont magiciens ou sorciers, mais bref, d'une famille qui a un peu des pouvoirs étranges, et qui est surtout une famille qui est très riche, et qui doit sa richesse au fait que son ancêtre avait passé un pacte avec le diable, ou en tout cas avec un esprit maléfique. Et le problème, c'est que ce pacte n'a jamais été rempli de la part du grand-père, et donc cet esprit maléfique va... entrer dans le corps de Prosper et dans son esprit, et ils vont donc se retrouver à cohabiter parce que l'esprit veut sa vengeance, il veut que la famille Redding remplisse sa part du contrat. Le truc, c'est qu'à la base, Prosper était le garçon le plus banal de sa famille, c'était celui qui vraiment n'avait rien pour lui comparé aux autres, et il va donc se retrouver habité par un esprit potentiellement très puissant et très dangereux. Et il va chercher à s'en débarrasser, mais le problème c'est que l'esprit va commencer peu à peu à prendre de plus en plus de place et de plus en plus le contrôle sur la vie de Prosper. C'est une petite histoire très chouette. Je crois qu'il y a une suite. Je l'avais pas lu parce que pour moi ça se terminait plus ou moins, mais il me semble qu'il y a une suite qui est parue très récemment. C'est très bien écrit, c'est Alexandra Bracken, j'aime beaucoup sa plume, pas forcément accessible aux débutants en anglais, donc plutôt tournez-vous vers la traduction,
mais l'histoire est très sympa, les personnages sont plutôt attachants, et moi j'avais beaucoup aimé en fait la confrontation entre Prosper et l'esprit maléfique. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour et pas mal, une ambiance un peu pince sans rire entre les deux, c'était très drôle. D'autant que l'esprit maléfique date d'une époque assez lointaine, et donc il s'exprime d'une façon très enlevée. C'est très shakespearien parfois la façon dont il s'exprime, et c'est très drôle, j'avais beaucoup aimé, et franchement si je trouve la suite je la lirai avec plaisir, mais je vous le recommande chaudement parce que même s'il a été traduit, j'ai l'impression qu'il est un peu passé à la trappe, alors que c'est une lecture parfaite pour l'automne et en particulier pour Halloween. C'est vraiment le genre de petites lectures qui sont très chouettes pour le soir du 31, qui se lisent rapidement et qui vous mettent bien dans l'ambiance. On passe maintenant à deux lectures un peu plus young adult, et où on passe un léger cran dans le spooky, le creepy. On n'est toujours pas dans l'horrifique, mais on est quand même dans quelque chose de légèrement plus frissonnant que The Graveyard Book notamment. Je vous présente en premier The Light Tree de Frances Hardinge, en français traduit par L'île aux mensonges. C'est le premier Frances Hardinge que j'ai lu, et c'est lui qui m'a fait tomber amoureuse de la plume de l'autrice. C'est une autrice qui a une imagination formidable et une plume d'une qualité exceptionnelle pour de la jeunesse et du young adult. Vraiment, on n'en voit pas beaucoup des comme ça. Pour vous parler un peu plus de celui-là, on va suivre Faith, qui est la fille d'un pasteur, d'où son prénom, vu que ça veut dire la foi. Et en fait, son père va un peu être mis au rebut de la société parce qu'il va affirmer des vérités scientifiques qui vont en fait être remises en question concernant l'évolution, et donc ils vont être un peu chassés et ils vont se retrouver sur une île complètement perdue au milieu de la mer du Nord. Sauf que Faith aime beaucoup son papa, elle admire notamment ses travaux en termes de recherche scientifique, parce que oui, à l'époque, la plupart des gens qui menaient des travaux scientifiques étaient des hommes d'église, parce que c'était eux qui avaient la connaissance et surtout l'argent pour pouvoir mener ces travaux. Ça n'a pas toujours été complètement divisé comme domaine, ça l'est toujours pas d'ailleurs, hein. C'est deux domaines qui sont étroitement liés, la religion et la recherche scientifique. Et en fait, Faith va se rendre compte que sur cette île, son père cache un secret, le fameux Light Tree. Je vous dis pas ce qu'il est ni ce qu'il fait, mais j'avais adoré ce roman. On est vraiment sur une ambiance très spooky, très creepy, limite oppressante par moments, parce que imaginez-vous cette île, on est un peu à huis clos. En plus, je vous l'ai pas dit, mais je crois qu'on est au XVIIIe siècle, quelque chose comme ça, donc l'île est vraiment coupée du monde. Elle va aller dans des endroits très sombres sur cette île, et surtout, son père va mourir. Et donc Faith va mener l'enquête toute seule, alors que ce n'est qu'une jeune ado qui n'a, surtout à cette époque-là, qui n'est censée avoir aucune indépendance, presque aucune éducation, etc. Et c'était vraiment très très chouette. Ça fait vraiment le job à la fois frissonnant et... alors j'ai pas envie de dire éducatif, c'est pas du tout ça, mais il y a quand même une réflexion derrière sur justement le lien entre religion et science. Moi c'est un thème qui m'avait passionnée dans ce bouquin, mais c'était vraiment... c'est très surprenant comme lecture, et le style ne plaît pas forcément à tout le monde, j'en conviens, mais si vous cherchez une lecture young adult qui se démarque du reste et qui soit frissonnante, franchement celui-là, il est tip top, et je vous invite à vous pencher dessus, et si vous l'avez déjà lu, à peut-être essayer les autres livres de l'autrice. Ils n'ont pas tous été traduits, mais certains oui, parce qu'elle a toujours un univers très spécial, et avec toujours une petite dose de quelque chose qui vous glace un peu le sang ou qui vous met la chair de poule. C'est jamais des univers parfaits ni très roses, il y a toujours une petite fêlure en dessous, quelque chose d'un peu étrange, d'un peu poisseux, et j'aime beaucoup son style. Franchement, c'est une autrice que j'adore lire en automne particulièrement, donc je vous le recommande 1000 fois, que ça soit lui ou ses autres ouvrages, mais celui-là en particulier. Deuxième ouvrage qui est légèrement plus frissonnant que The Graveyard Book, même si on n'est pas complètement dans du young adult, on est un petit peu dans la frontière entre les deux. Je vous en ai parlé très récemment, il s'agit de City of Ghosts de Victoria Schwab. Ici on suit Cassidy Blake, ses parents sont des espèces de Ghostbusters, c'est-à-dire qu'ils enquêtent sur des phénomènes paranormaux dans le monde entier, et ils ont décroché un contrat pour une émission de télé, et qui va les envoyer aux quatre coins du monde pour enquêter sur les villes les plus hantées et les plus
propices aux phénomènes paranormaux dans le monde, et la première ville dans laquelle ils vont déménager, c'est Édimbourg. C'est aussi pour ça que je vous en parle, parce que Édimbourg est une ville réputée pour être hantée. Cassidy Blake, elle s'en moque un peu de cette émission, elle trouve ça ridicule, mais parce qu'en fait, elle connaît la vérité. Depuis plusieurs années, elle arrive à voir l'autre monde. Elle a eu un accident, elle a failli mourir, sauf que elle n'est pas morte, elle est revenue, elle a eu une expérience de mort imminente, et depuis, elle voit les fantômes, et surtout, son meilleur ami est un fantôme, et il la suit partout. Donc elle, cette émission, pour elle, bah ouais, c'est une ado, elle est un peu blasée, mais elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose de très très sombre qui se passe à Édimbourg. D'habitude, les fantômes sont soit neutres à son égard, soit en tout cas, ils ne lui veulent pas particulièrement de mal, et là, elle se rend compte qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui a changé, et que potentiellement elle n'est pas forcément très en sécurité à Édimbourg. C'est très très chouette, encore une fois on est sur un tout petit roman, il fait moins de 300 pages, c'est écrit très gros, que ça soit en anglais ou en français, c'est très facilement accessible. Je vous le conseille vivement, forcément ça se passe à Édimbourg, mais surtout pour son ambiance un peu creepy, un peu spooky, et surtout très brumeuse, très pluvieuse, très grise. On va pas se mentir, l'automne à Édimbourg, c'est pas tous les jours qu'on a du grand soleil, loin de là, mais c'est super, moi j'avais beaucoup aimé, je vous le conseille vivement. On en a fini pour ce qui est des ouvrages de littérature fantastique, ou en tout cas qui comportent des parts de surnaturel. Pour ceux qui aiment pas ça, j'ai prévu 2 ouvrages qui n'ont aucune notion surnaturelle dedans, mais qui font quand même bien frissonner, ou alors qui sont parfaits pour Halloween. Le premier, alors je l'ai lu en roman, là je ne l'ai qu'en graphique, mais bon c'est pas grave, au moins ça fera l'occasion de vous parler du graphique. Il s'agit de Sombre Citrouille, la BD adaptée du roman de Malika Ferjouk par Nicolas Pitz. Je l'ai lu ce week-end, je vous en parle très très rapidement parce que je vais vous en donner un avis plus détaillé dans mon prochain avis lecture. On va suivre une famille, c'est la famille Coudrier, qui est une famille assez aisée et assez vieille France un petit peu dans sa structure et dans son fonctionnement. Et ils se réunissent tous les 31 octobre pour marquer la Toussaint. Clairement, on n'est pas sur Halloween, on est plutôt sur la Toussaint ici. Et il s'agit en plus de l'anniversaire de la mort d'un des fils Coudrier. Et en fait, on va suivre tous les cousins, donc qui ont des âges qui vont de 6 à peu près 17 ans, par là. Parce que on va voir chacun ce qui va leur arriver pendant ces 2 jours, et surtout une partie des cousins va découvrir le corps d'un homme dans le jardin de la famille, juste avant le grand repas, et ils vont décider de le cacher pour pas gâcher la fête, et en même temps mener l'enquête. Il n'y a absolument rien, comme je vous l'ai dit, de surnaturel dans cette histoire, on est vraiment sur une histoire de secret de famille, mais vue à travers les yeux d'enfants d'âge assez variés. Comme toujours chez Malika Ferjouk, la force de ces histoires, ce sont ces personnages, et effectivement, dans ces personnages, il y en a auxquels on va beaucoup s'attacher, d'autres qu'on va clairement détester, et certains, voire même plusieurs, qui vont nous faire grincer pas mal les dents. C'est une autrice que j'aime beaucoup, c'est pas forcément mon préféré celui-là, mais j'étais contente d'y retourner. Je vais vous montrer dans quelques instants les planches pour montrer le style, mais j'étais contente d'y retourner, et surtout le genre secret de famille avec en plus un meurtre le soir de la Toussaint, je sais pas vous, mais moi c'est une lecture qui est parfaite pour l'automne. Si j'avais attendu un peu, je me le serais bien gardé pour Halloween, mais j'avais vraiment envie de le lire, je l'ai acheté tout récemment. Simplement, si vous avez l'occasion de le lire le soir d'Halloween, ça sera parfait. La BD est très très belle, je vous montre quelques planches. J'ai adoré les couleurs qui font parfaitement automne. Et surtout, je vous en montre juste une pour pas vous spoiler, il y a pas mal de pages qui ont un style, ma foi, très particulier. Vous voyez, c'est en noir comme ça, avec les dessins en couleur dans des tons très flash, très néon. Enfin, c'est une esthétique qui se prête vraiment bien à l'ambiance. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques modifications par rapport au roman d'origine, parce qu'il commence à dater un petit peu, il doit avoir presque 15-20 ans. J'ai l'impression qu'il y a quelques thématiques qui ont été remises au goût du jour, mais je suis pas sûre, c'est peut-être juste ma mémoire qui me fait défaut. En attendant, que ça soit le roman ou la BD, je vous les recommande, c'est vraiment la petite lecture, surtout en graphique, la petite lecture idéale à se lire très très rapidement le soir d'Halloween. Et c'est pas, clairement, comme il n'y a pas de surnaturel, ça vous fera pas le côté frisson ou vraiment creepy, mais l'ambiance est quand même assez particulière chez les Coudriers, et le côté meurtre aussi, et l'enquête menée par les enfants a un petit côté Club des 5 par exemple, que j'ai beaucoup aimé, et qui je trouve se prête très bien à cette saison également.
Dernière proposition que je vous fais pour cette vidéo, on est sur un roman un peu à part. En fait, j'ai voulu choisir un roman donc qui ne soit pas surnaturel et qui s'adresse vraiment au public young adult et au-delà. Clairement, ça pourra plaire sans problème à des adultes. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il s'agit de 10 de Marine Carteron. On est ici sur une réécriture de Ils étaient 10, il me semble que c'est ça le titre actuel de Agatha Christie, donc en anglais c'est And Then There Were None. Si vous connaissez pas le Agatha Christie d'origine, je vous rappelle très rapidement le résumé. En fait, on va suivre 10 personnes qui vont se retrouver invitées ou plus ou moins convoquées sur une île perdue au milieu de la mer, coupée de tout. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent avoir en commun. Et au fur et à mesure, ils vont tomber comme des mouches. Voilà. Et donc, on va se rendre compte que, bah oui, effectivement, ils avaient quelque chose en commun. Ici, on est sur une réécriture, j'ai oublié de vous le dire, c'est publié chez Rouergue dans la collection Dos à Dos. On est sur une réécriture par Marine Carteron avec des ados et des adultes, mais principalement des ados, et c'est clairement remis avec des thématiques actuelles, c'est-à-dire qu'il va être question par exemple de réseaux sociaux, notamment, je vous en dis pas plus, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Donc encore une fois, absolument aucune part de surnaturel, mais l'ambiance île perdue au milieu de la mer et meurtre en série est vraiment très oppressante, très lourde. J'ai beaucoup aimé la plume de Marine Carteron, elle mène ça avec une main de maître, c'est fait avec plein d'intelligence, il y a des références à la mythologie, il y a plein de sujets qui sont abordés, et ça crée une ambiance vraiment sombre, vraiment... On se sent mal à l'aise, c'est ça, c'est vraiment ça, ce qui ressort, c'est qu'on se sent mal à l'aise quand on finit cette lecture. Et moi j'avais adoré, si j'avais su, parce que moi je l'avais lu au printemps, si j'avais su, je l'aurais gardé pour l'automne, et parce que franchement, je me vois tellement le lire comme ça, à cette saison où il fait pas beau dehors. C'est un livre qui laisse pas indifférent, je pense, et c'est de la littérature young adult, donc c'est pas non plus ni trop violent, ni il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de viol, il n'y a pas ce genre de choses, mais c'est quand même assez sombre, les meurtres sont quand même... c'est pas du cozy mystery, on est un cran au-dessus, donc c'est pas pour les plus jeunes, c'est clairement pour des young adults et des adultes qui ont envie de se faire une petite lecture assez rapide, mais c'est vraiment de la très bonne qualité, et encore une fois, sinon je l'aurais pas mis là, c'est le genre de lecture que je vous conseille vivement de vous lire comme ça un soir sous un plaid avec une bonne boisson chaude dans les mains, parce que vous serez content en fait d'être dans une bulle un peu cosy pendant que vous lirez ça. La plume est d'une grande qualité, je vous le dis encore une fois, et la réécriture est vraiment menée de manière très intelligente. Très récemment, je me suis fait l'adaptation de la BBC du roman d'origine. L'adaptation la plus récente, c'est une mini-série en 3 épisodes, avec notamment Charles Danes. Et je me suis aussi trouvé le roman en occasion, And Then There Were None, et je vais me le refaire parce que c'est une histoire que j'adore. Marine Carteron a fait une adaptation qui s'éloigne suffisamment de l'original pour qu'on s'auto-spoil pas si on connaît déjà le Agatha Christie, donc de ce point de vue-là, n'ayez pas peur, si vous connaissez déjà l'œuvre originale, vous serez quand même, à mon avis, agréablement surpris par celui-là. En attendant, ne les lisez pas l'un derrière l'autre, hein. Ça risquerait de clairement vous gâcher le rythme et la structure du roman. Mais c'est suffisamment bien mené et intelligent pour que ça surprenne, à mon avis, même les gens qui ont l'habitude de lire des histoires de meurtres et de thrillers, que ça soit de l'adulte ou pas. Je vous le conseille encore une fois vivement. C'est pas forcément la lecture à laquelle on pense en premier quand on pense à spooky et creepy. On est sur un autre niveau, sur quelque chose de peut-être plus psychologique, mais je me suis dit qu'il en fallait pour tous les goûts, et c'est vraiment de la très grande qualité, donc si vous ne l'avez jamais lu et si vous ne connaissez pas Marine Carteron, foncez. Voilà, c'en est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces ouvrages si vous les avez déjà lus. N'hésitez pas à me dire si certains vous font envie, et surtout n'hésitez pas à me faire vos propres suggestions. Moi je suis toujours à la recherche de petites lectures comme ça pour la fin novembre et pour Halloween en particulier. N'hésitez pas bien évidemment à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à recommander la chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un très grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!